Bonjour à tous et merci de votre participation à cette heure bien matinale pour ce nouveau 30 Minutes Squeeze. Et aujourd'hui, nous sommes très heureux d'accueillir David Jaiz. David est un haut fonctionnaire, normalien, énarque, enseignant à Sciences Po, essayiste. À 30 ans, David, vous êtes aujourd'hui un des intellectuels les plus écoutés de votre génération. Euh, Votre dernier essai, Le nouveau modèle français, nous propose une réflexion sur l'évolution de notre modèle sociétal et qui, après le succès des Trente Glorieuses, basé plus particulièrement sur la consommation de masse et l'économie concertée, a connu à partir de 68 des fractures pour être à ce jour en panne. Nous ne sommes plus dans l'économie de la possession des biens et de la consommation effrénée. Nous serions plutôt dans une économie d'usage et de bien-être et de bien vivre. La première question est quel serait ce nouveau modèle qui serait appliqué et pour que la France reste un acteur majeur au niveau de la mondial et européen. Et comme vous le savez, on a beaucoup la Chambre de commerce franco-britannique, ce sont des chefs d'entreprise et notre réflexion est en tant qu'entrepreneur ou dirigeant d'entreprise, comment et quel sera le rôle des entreprises dans ce nouveau modèle. Donc voilà les premières questions que nous souhaitons vous poser et où on aimerait avoir votre éclairage. Alors, d'abord, merci beaucoup pour votre invitation et effectivement, je vous remercie, peut-être d'ouvrir la discussion avec cette question. Il faut peut-être dire quelques mots de ce qu'est un modèle de société, avant de répondre, de plein pied à votre question. Je tente de le définir dans le livre. Il y a probablement 4 façons de définir un modèle national ou un modèle de société. On peut parler d'ailleurs du modèle britannique, comme du modèle français, comme du modèle suisse, comme du modèle allemand. La première, c'est une singularité ou une exception. De la même manière qu'on parle d'un modèle en peinture, Mona Lisa était unique et elle a servi à peindre la Joconde. La deuxième façon de définir un modèle, c'est une source d'inspiration ou un exemple. Et vous voyez déjà qu'il y a une sorte de tension entre une forme d'exceptionnalisme, Global Britain, la Weltpolitik allemande, euh, Oui. le compromis du CNR, et une volonté d'inspirer ou de servir d'exemple. La troisième façon de définir un modèle, c'est celle qu'on utilise en économie, par exemple, c'est la simplification à une épure, en quelque sorte, d'une réalité sociale ou d'une réalité qui est complexe. Un modèle mathématique, c'est la simplification par le langage mathématique formalisé de réalités qui sont parfois beaucoup plus complexes et riches. Et puis, la quatrième façon, c'est de dire que le modèle est une synthèse et donc un compromis. Et au fond, le modèle français d'après-guerre, c'est un peu tout cela. C'est-à-dire que c'est un compromis passé entre des forces productives et des forces sociales pour la reconstruction et la modernisation de la France. Mais pour qu'un tel compromis soit possible, a fortiori dans une société extrêmement conflictuelle, comme l'était la France d'après-guerre, mais comme peuvent l'être aujourd'hui aussi bien le Royaume-Uni que la France. On l'a encore vu récemment d'ailleurs avec ce tragique assassinat d'un député britannique dans sa permanence. On voit le niveau de violence qui monte dans les sociétés. Mais pour qu'un modèle, en réalité, puisse faire l'objet d'un compromis, il faut poser un diagnostic commun. Et ce diagnostic commun qui est posé en France au moment de la libération, donc en 1944-1945, c'est celui, au fond, du déclin industriel et du déclin économique de la France par rapport à l'Allemagne, par rapport à la Grande-Bretagne, par rapport aux États-Unis, par rapport au club des grands États industriels. Et vous allez voir communier dans ce même diagnostic aussi bien les gaullistes que les communistes, que les chrétiens démocrates, que les socialistes. Et donc, malgré les oppositions politiques et sociales qui sont très vives, et que je ne cherche pas du tout à escamoter, il y a un terrain d'accord sur un pacte productif et social. Et les principaux éléments de ce pacte productif et social, quels sont-ils? C'est l'industrialisation du pays à marche forcée, compte tenu de son retard,
qui va être tiré très largement par l'État et la puissance publique. On connaît tous les nationalisations d'entreprises qui sont opérées en 1945 dans les secteurs de l'énergie, de la banque, de l'assurance. On connaît tous aussi la planification de Jean Monnet, qui va tirer en quelque sorte le développement industriel du pays. Mais en contrepartie de cet effort économique intense, de cet effort de production, puisqu'on va demander aussi aux gens de travailler plus que les 40 heures qui étaient attendues avant-guerre, c'est la construction d'un modèle social. Et dans ce modèle social, on va trouver aussi bien les ordonnances portant création de la sécurité sociale, que la loi sur les comités d'entreprise et qu'un certain nombre d'autres dispositions qui, aujourd'hui, font partie de notre patrimoine quasiment génétique, hein, qui sont en tout cas très mal vécues quand on commence à essayer de les toucher ou de les réformer. Donc il y a cet esprit d'un compromis, d'un pacte à la fois productif et social sur fond de diagnostic commun. Et donc l'exercice, en quelque sorte, auquel je me suis livré dans ce livre, c'est d'essayer de se demander, en 2021, quel pourrait être ce pacte productif et social que pourraient conclure les Français euh, sur fond d'un diagnostic commun. Alors le diagnostic commun, il est que nous sommes en quelque sorte à un carrefour stratégique, à un carrefour de notre histoire. La décennie 2020, elle va être décisive au sens où nous vivons un certain nombre de transitions. La transition écologique, bien sûr, la plus visible, la plus massive en quelque sorte, d'entre toutes. Nous vivons également une transition démographique. Malheureusement, je regrette que ce sujet ne soit pas suffisamment à l'agenda du débat public, alors que le vieillissement, comme on dit, de la population, je préfère parler de la révolution de la longévité pour ma part, est en train de devenir un sujet absolument majeur dans nos sociétés, qui aura des répercussions à la fois sur la sécurité sociale, sur l'aménagement du territoire, sur le contrat social, sur le lien intergénérationnel. Donc ça va vraiment reconfigurer la morphologie de nos sociétés et pourtant on est encore très très inconscient de ce qui nous arrive. Et donc ces défis absolument majeurs requièrent un effort de diagnostic commun. Mais comme nous ne sortons pas d'une guerre, comme nous n'avons pas ces circonstances exceptionnelles qui ont, hélas, trop souvent en France servi de catalyseur à des démarches de construction d'un modèle, que ce soit après la guerre franco-prussienne de 70 ou après la Seconde Guerre mondiale dont je parlais à l'instant, nous devons nous donner des institutions qui nous permettent de poser ces compromis, c'est-à-dire de retrouver le goût du long terme et de retrouver le goût, sur les grands sujets d'avenir, de faire des consensus nationaux. L'Allemagne ou la Suisse disposent de telles institutions, la France très peu et l'Angleterre très peu également. Et donc, nous avons besoin, par exemple, c'est le sens des propositions dans le livre, de créer en lieu et place du Conseil économique et social une chambre de l'avenir dans laquelle se trouveraient à la fois les représentants des syndicats, du patronat, des experts, des spécialistes de tous ordres qui seraient amenés en fait à discuter de ces quelques grands sujets d'avenir pour proposer des feuilles de route de transition qui puissent être acceptées par tout le corps social. Il faut aussi que le président de la République revienne dans l'esprit qui était celui du général de Gaulle lors de son discours de Bayeux, c'est-à-dire un président arbitre, un président au-dessus de la mêlée, capable de voir sur le temps long et d'œuvrer comme un fédérateur à ses compromis. Aujourd'hui, ça n'est plus possible. Le président, loin d'être un hyper-président, est en réalité un hyper-premier ministre. Voilà pour, en quelque sorte, le paysage institutionnel. Mais ça, c'est très formel encore. Vous m'interrogez sur l'économie du bien-être. Oui, je crois que nous sommes à l'aube d'une révolution à la fois sociétale et économique majeure, qui est celle de la responsabilité sociale et environnementale. C'est-à-dire que nous n'avons plus d'un côté l'État en charge du bien public et de l'intérêt général, et de l'autre les entreprises en charge de faire des profits. Nous avons des défis qui sont tellement massifs que l'État doit se poser la question de son efficacité beaucoup plus fortement, mais en contrepartie, les entreprises doivent se poser beaucoup plus fortement la question de leur responsabilité sociale et environnementale. Et l'économie du bien-être, c'est une proposition de récit économique pour la France aussi bien que pour l'Europe. Alors, je ne veux pas qu'il y ait de malentendus sur ce que j'appelle l'économie du bien-être. L'économie du bien-être, c'est une économie qui cherche à créer autant de valeurs économiques que de valeurs sociales et de valeurs environnementales. Et il se trouve que nous avons en France des atouts absolument fantastiques pour développer cette économie-là, puisque des secteurs comme l'agriculture et l'agroalimentaire, la santé, les énergies décarbonées, y compris le nucléaire, également l'éducation, la formation, sont des atouts français, avec de bons services publics, de bonnes infrastructures publiques, une population qui est bien formée. Et on pourrait travailler en quelque sorte sur ces secteurs pour faire émerger à nouveau des entreprises petites et grandes,
qui soit vraiment à la frontière technologique et qui en même temps soit pourvoyeuse d'emplois dans l'économie du bien-être. Alors, je peux prendre un exemple, c'est celui de la santé. Nous sommes en train de vivre avec l'ARN messager, par exemple, une révolution autour des biotechnologies, autour de la bioproduction médicale. Et nous avons en France un écosystème de recherche, un hôpital public, un réseau de médecine de ville qui sont très performants. Le problème, c'est que ces acteurs travaillent assez peu et assez mal ensemble, tout est segmenté, tout est cloisonné. Donc il y a un gigantesque choc de confiance à faire pour amener ces acteurs à travailler davantage ensemble. Et surtout, là où le bas blesse le plus en France, c'est le financement de la recherche-développement. Parce qu'on ne passe pas de l'économie industrielle d'après-guerre qui était centrée sur l'accumulation et la consommation d'objets à l'économie du bien-être qui est centrée sur le fait qu'on vive des expériences agréables, simplement par un coup de baguette magique. Il faut un véritable choc d'investissement et de recherche-développement. Et je dirais une dernière chose, peut-être pour ne pas être trop long sur cette économie du bien-être, eh bien, c'est que les consommateurs ne cherchent pas simplement à accumuler des choses, comme dans les économies industrielles d'après-guerre, ils cherchent à vivre des expériences. Et quand vous regardez le profil de la consommation des ménages, vous voyez qu'il y a une montée en puissance des dépenses de santé, de logement, de culture, de formation, de tourisme, d'hôtellerie, de restauration, etc. Parce que en réalité, c'est le lot commun de toutes les sociétés industrialisées. Les dépenses alimentaires baissent dans un premier temps, et ensuite les dépenses de biens manufacturés baissent au profit des dépenses qui sont liées à des services. Mais en réalité, ces services, ce ne sont pas des services désindustrialisés. Ce sont des services avec de forts processus industriels. C'est le cas de la santé. Quand vous allez faire un IRM, quand vous allez recevoir une opération un peu sophistiquée, ça nécessite le concours d'une robotique médicale, d'une intelligence artificielle. Tout ça, c'est produit dans des processus industriels. Donc, on est dans une économie d'industrie-service, de coalitions publiques-privées, petits et grands d'ailleurs dans le privé, centrée sur les expériences beaucoup plus que sur la consommation juste d'objets manufacturés. Voilà peut-être pour dessiner le profil de cette économie bien-être. Et moi, mon sentiment, c'est qu'on peut construire aujourd'hui un pacte État-société-entreprise en France autour de cette économie bien-être, à condition de se redonner le goût d'un récit positif et de faire ce travail de, si vous voulez, coalition qui n'est pas encore suffisamment fait. Bon, le Covid a été un choc dans cette mouvance et dans cette évolution. Et l'État a montré qu'il était capable d'investir et de prendre les décisions nécessaires. Et tout en gardant à l'esprit cette nécessité d'amélioration au niveau environnemental et d'impliquer les entreprises dans cette politique. Bien sûr. Et d'ailleurs, on ne réussira pas la transition sans une implication de tous les acteurs. C'est un triangle, État, entreprise, société civile, ce qui justifie le pacte. Et vous avez fait une différence entre l'Allemagne, la Suisse, la France, le Royaume-Uni. Oui, Vous pouvez nous en dire un petit peu bien plus? sûr. Alors, en sciences politiques, pardon d'utiliser un jargon, mais il y a un terme qui est celui de démocratie conflictuelle versus démocratie consociative. L'Allemagne et la Suisse sont des démocraties consociatives, c'est-à-dire que ce sont des démocraties qui reposent sur la recherche de consensus. Le propre d'une recherche de consensus, c'est que ça prend du temps parce qu'il faut solliciter les différents échelons de la société. On est dans des sociétés très décentralisées, ce qui n'est pas le cas du Royaume-Uni et ce qui n'est pas le cas de la France, comme vous le savez. En Oui. revanche, l'Allemagne et la Suisse sont des formes fédérales, voire même confédérales pour la Suisse. Donc, ce sont des pays qui décident lentement, mais qui exécutent bien et vite. Et je dirais à l'inverse que la France et le Royaume-Uni sont des pays qui sont capables de décider vite, avec une certaine agilité, mais qui exécutent mal ou lentement. Et donc, moi, ma proposition, elle est qu'on ne va pas changer la configuration culturelle d'une nation, du tout au tout, parce que certains chefs d'entreprise, quand j'ai présenté mon livre, me disaient, mais vous voulez faire de la France une sorte d'Allemagne. Non, on ne change pas la configuration culturelle d'une nation, mais on peut la faire évoluer. Et les institutions jouent un rôle important de ce point de vue-là. Souvenez-vous quand même que l'Allemagne de 1945, qui renaît des cendres du nazisme en quelque sorte, c'est un pays qui, dans son organisation, est totalement différent des décennies précédentes. C'est un pays qui est décentralisé alors que le Reich était ultra centralisé. C'est un pays qui met la dignité humaine et les droits fondamentaux au cœur du pacte social. C'est un pays qui met la stabilité monétaire au cœur du pacte social aussi, alors qu'on n'avait pas cessé de trafiquer les monnaies dans les années 30. Donc, si vous voulez, il est possible de faire évoluer les choses. Simplement, pour vous dire que
ce qui est intéressant, vous voyez, en Allemagne et en Suisse, c'est que vous avez une discussion permanente entre, évidemment, au sein du gouvernement, dans le cadre de gouvernements de coalition, vous avez une association permanente des syndicats et du patronat, avec d'ailleurs des syndicats et un patronat qui sont beaucoup plus rompus, en quelque sorte, à cette co-construction des politiques économiques, qui ne se vivent pas simplement comme des lobbies ou des émetteurs idéologiques, mais qui se vivent vraiment comme euh, des partenaires pour la co-construction. Vous avez des think tanks qui sont très influents, et vous avez en Suisse, en plus, un système institutionnel, par les votations, d'associations citoyennes, qui suppose évidemment une forme de maturité et de responsabilité, mais qui est assez performant. Alors, on ne va pas aller vers ces modèles-là en France et au Royaume-Uni, mais je crois qu'il est possible d'introduire une plus forte dose de co-construction, quitte à assumer une plus grande lenteur de décision. C'est-à-dire que c'est très confortable, effectivement, en France, d'avoir un pouvoir présidentiel qui peut décider d'envoyer une armée au Mali du jour au lendemain, sans même avoir à consulter le Parlement, puisque la Constitution dit que le Parlement, une intervention étrangère fait l'objet d'un débat consultatif au Parlement dans les 3 mois suivant son déclenchement. Donc on peut déclencher une guerre sans consulter qui que ce soit. Donc effectivement, peut-être qu'il faut évoluer vers un système où on consulte un peu plus en amont, donc la décision est un peu plus lente, à l'allemande, mais où, en revanche, et c'est le pacte aussi, l'État s'engage à être plus efficace par la réforme de l'État, et donc on exécute mieux et plus vite. Vous avez mis en avant les atouts de la France pour cette évolution. Qu'en est-il au niveau du Royaume-Uni? Il n'était plus une société très industrielle déjà. Euh, Le Royaume-Uni a le même problème, si vous voulez, que la France. C'est que ce sont des sociétés qui se sont profondément désindustrialisées, qui se sont oui, même et plus vidées. encore. Voilà. Alors, le Royaume-Uni a compensé ça par un fort investissement sur les secteurs financiers, qui sont quand même qui sont fragilisés par le Brexit, mais moins fragilisés qu'on avait pu le penser au moment du Brexit. La France l'a compensé par, je dirais, l'hospitalité au sens très large, et ce qu'on appelle hospitality. Donc, dans l'hospitalité, il y a le tourisme, il y a la restauration, il y a le luxe, la mode, enfin voilà. Et si vous voulez, moi j'ai le sentiment que aujourd'hui, ni la France, ni l'Angleterre, ni le Royaume-Uni, pardon, ne feront l'économie d'une réflexion sur la réindustrialisation. Et d'ailleurs, c'est intéressant de voir que Boris Johnson comme Emmanuel Macron, qui sont pourtant des dirigeants très différents, qui ne sont Oui. pas d'ailleurs en excellents termes, eh bien, ils s'engagent dans des trajectoires de réindustrialisation qui se ressemblent un petit peu. Hein. Vous avez vu les 10 points du plan France 2030. Vous Oui. avez vu le projet Global Britain de Boris Johnson et son projet, par exemple, pour l'éolien offshore ou pour les énergies décarbonées. Vous voyez qu'il y a des similitudes, c'est-à-dire qu'il y a une recherche en fait d'une voie nationale autour de la réindustrialisation pour reconstruire un pacte productif et social. Donc, c'est des efforts qui sont un peu tâtonnants, mais qui sont intéressants parce qu'ils me semblent en partie aller dans le bon sens. Je crois qu'il y a deux questions. Claire Boniol, si elle veut poser sa question. Claire? Oui, c'était pas tout à fait bonjour, c'était pas tout à fait une question, mais plutôt une remarque. Donc, moi, j'ai une petite entreprise qui s'occupe d'expérience client. Donc, évidemment, lorsque vous parlez d'expérience, ça m'interpelle. Et j'étais tout à fait dans la même ligne de ce que vous dites, que l'expérience se soutient par des processus industriels. Et que donc, si on parle d'une émergence de l'économie qui repose sur l'expérience, eh bien, ça ne se fait pas complètement au hasard. Et effectivement, il faut savoir aller chercher nos processus, notre histoire industrielle pour rendre ça plus robuste et plus sustainable. Ben oui, je suis tout à fait d'accord. Alors, je vais juste vous donner un exemple sur l'expérience client, c'est Michelin. Vous savez, Michelin a fabriqué des pneus, et avant, vous achetiez un pneu de Michelin, et puis quand il était usé, vous le mettiez à la casse, et puis c'était terminé, et on changeait de pneu, et on était dans l'économie linéaire. Aujourd'hui, Michelin ne vend pas un pneu, il vend un service de mobilité. Et donc, dans ce service de mobilité, il y a un certain nombre de kilomètres pneus, donc il y a un forfait kilométrique. Et donc, si mon pneu est usé avant expiration du forfait kilométrique, j'ai le droit de le changer, mais il y a aussi une application digitale. Il y a des solutions de mobilité alternatives quand je suis dans les cœurs de ville, dans les centres-villes. Donc, vous voyez, en fait, l'objet industriel qui est produit par Michelin, qui est le cœur de métier de Michelin, le pneu,
en fait, il devient presque un cas particulier de quelque chose de plus large. D'accord? C'est un peu la politique d'ailleurs des constructeurs automobiles aussi. Bien sûr, évidemment. Hein, c'est la même approche. Vous Euh, voyez que Tesla, par Michel, exemple, la Tesla, elle est conçue comme un centre de service numérique. voilà, Tesla, tout à fait, tout à fait. Euh, Michel de Fabiani avait une question. Et Jean-David, Oui, juste après, et Anne, pardon, Françoise, Oui, et encore. Voilà, oui, deux autres questions. oui, vous avez évoqué le vieillissement des populations, qui est une évidence, notamment en Europe, pas qu'en France. Ça ne peut être compensé, j'allais dire mathématiquement, que par une nouvelle intégration pas, et immigration, pas l'immigration de l'industrie des années 50, 60, 70. Comment vous voyez l'intégration de cette immigration? D'abord, en faut-il une? Et comment vous la voyez dans votre schéma? Vous êtes courageux de poser ce débat en ce moment. Bah, je crois que c'est le moment. Parce que l'état d'esprit un peu à fleur de peau des opinions publiques, que ce soit en France comme en Angleterre, je pense quand même que l'immigration a été l'item déclencheur du Brexit. Hein. Il ne faut oui. pas se raconter d'histoire. Hein. Moi, quand on me dit c'est la souveraineté du Parlement britannique, je veux bien que ça entre un petit peu en ligne de compte, mais c'était quand même surtout l'immigration. Et en France, Attendez, et curieusement, l'immigration polonaise ou roumaine, oui, tout à fait, tout à fait. plus que extra-européenne. Absolument, mais rappelez-vous en France qu'on avait eu un peu le même sujet au moment du Oui, référendum de oui. 2005 avec la fameuse directive Bolkestein et le plombier polonais. Mais si vous voulez, alors je voudrais dire deux choses. D'abord, le vieillissement, moi je travaille beaucoup sur les récits et donc je milite pour qu'on change de terme. C'est-à-dire qu'on arrête de parler de vieillissement parce qu'on se représente ça comme une calamité. Je préfère parler de révolution de la longévité. Effectivement, c'est inexorable. Nos populations vont prendre de l'âge. Je préfère d'ailleurs le mot anglais aging, parce que c'est plus joli que vieillissement. C'est l'idée de prendre de l'âge. Mais dans le fait de prendre de l'âge, on prend aussi de la sagesse et de l'expérience. Et surtout, utilisons ce phénomène, cette transition, comme je disais tout à l'heure, comme un levier d'opportunité économique et comme un levier pour réinventer le lien social. La silver economy, donc le secteur de tout le soin aux personnes âgées, va représenter 40% des postes d'aidants qui seront créés dans notre société d'ici 2050. Donc, il y a des formidables filières qui peuvent se développer. Et ce n'est pas simplement des postes de soignants ou des EHPAD, c'est de l'urbanisme, parce qu'on va développer les résidences services seniors, on va développer la domotique, on va développer les résidences intergénérationnelles. C'est du lien social, parce que quand, par exemple, vous organisez des colocations entre une personne âgée et un étudiant, eh bien, c'est du transfert que vous organisez. L'étudiant donne du temps, de l'affection, il s'occupe de la personne, et la personne âgée, elle fait profiter à l'étudiant de son patrimoine, lequel l'étudiant souvent n'a pas de patrimoine, il n'a pas les moyens de se loger dans des grandes métropoles où les prix de l'immobilier sont très chers. Donc, si vous voulez, moi, mon discours, il est de dire, faisons du vieillissement, faisons de la transition énergétique et écologique les matériaux, les leviers d'action en fait pour transformer notre économie et en tirer les meilleures opportunités. On peut vraiment faire basculer notre économie et la silver economy fait partie de cette économie du bien-être. Ensuite, par rapport à ce que vous dites sur l'immigration, bon, il se trouve qu'en France, pour le moment, on a encore un solde démographique qui est relativement satisfaisant par rapport à beaucoup de pays européens. Alors, je dis bien relativement parce qu'effectivement, il s'est détérioré ces dernières années. Et il faudra effectivement ponctuellement débattre, être en capacité de débattre du volume d'immigration légale que nous sommes prêts à accepter dans tel ou tel secteur. Mais ça, je pense que ça doit faire l'objet d'un débat parlementaire, démocratique et transparent. Sinon, si vous voulez, on se retrouve avec du populisme et ça nous pète entre les mains. En fait, ça sera à partir de deux grands supports, la transition énergétique et la prise en compte de ce nouveau secteur de croissance qui est le aging de la population, qui sera les vecteurs pour les croissances futures et les nouvelles évolutions des sociétés. Oui, et sachant que le digital jouera un rôle très important, évidemment, mais ça ne sera pas le digital. Si vous voulez, l'âge des plateformes, on a loupé le train des plateformes. Les États-Unis ont développé leurs géants. L'Europe ne va pas faire le Google ou le Facebook ou le Amazon ou je ne sais pas quoi. Il faut arrêter de rêver. En revanche,
le digital au service d'une expérience, donc le digital dans la santé, le digital dans l'éducation, le digital dans la silver economy. Ça, j'y crois vraiment. Et là, l'Europe peut vraiment tirer son épingle du jeu. Une dernière question, peut-être Jean-David Darsens? Oui, bonjour. C'est juste une question de fond. Vous évoquiez au début de votre propos, David, la nécessité de construire un diagnostic commun. Et comme on observe aujourd'hui une sorte de consolidation de deux dispositifs, une montée en puissance de l'individualisme, mais aussi du communautarisme, comment faire émerger ce diagnostic commun? Ah bah ça, c'est toute la difficulté. C'est la difficulté la plus grave à laquelle nous sommes confrontés. C'est-à-dire qu'après 1945, vous aviez des corps intermédiaires sur lesquels on pouvait s'appuyer. Il y avait des syndicats, il y avait des partis, il y avait des blocs dans la société. Et le fait, et d'ailleurs le grand paradoxe, c'est que la société était plus hétérogène qu'aujourd'hui. Il y avait vraiment d'un côté les catholiques, de l'autre les anticléricaux, il y avait d'un côté les ouvriers, de l'autre les bourgeois. Enfin, vous voyez, il y avait une division de la société en blocs, en classes qui était plus forte. Mais paradoxalement, ces blocs, ces classes, en fait, étaient capables de passer des compromis sur l'essentiel. Aujourd'hui, vous avez une société, ça va peut-être vous surprendre, qui est plus homogène sur le plan anthropologique qu'elle ne l'était en 1945. C'est-à-dire que il y a un mouvement général de décroyance, par exemple. Il y a plus, quand vous regardez le livre de Edgar Morin sur la commune bretonne de Plozévé, par exemple, vous voyez, il y avait d'un côté ceux qui allaient à la messe et de l'autre les anticléricaux. Aujourd'hui, quasiment plus personne ne va à la messe, si vous voulez. Allez dans une église de campagne en France le dimanche, vous allez voir, vous n'allez pas être déçus. Et donc, si vous voulez, c'est à la fois une chance et un risque. C'est une chance parce que la société est quand même plus homogène, et donc on peut arriver à fabriquer des consensus nationaux. Et en même temps, c'est un risque parce que nous n'avons plus les corps intermédiaires et les relais qui nous permettent, en quelque sorte, de fabriquer ces consensus. D'où l'importance de nos institutions nationales. C'est-à-dire que dans un monde où il y a des syndicats qui sont très affaiblis, des partis qui sont très affaiblis, où il y a moins comme ça de corps et de relais dans la société, eh bien, on a besoin d'avoir des institutions démocratiques nationales qui soient extrêmement solides et qui soient capables d'absorber en quelque sorte une partie de la conflictualité pour la restituer sous forme de compromis. Ça serait là l'importance de la Chambre de l'avenir, qu'elle est à recouvrir. Dernière remarque, c'est Étienne Pujol, et nous terminerons ce 30 Minutes With. Étienne, vous vouliez faire un commentaire sur Doctolib? Désolé. Oui, c'était effectivement par rapport au fait que l'Europe n'arrivait pas à faire des licornes ou des entreprises, des plateformes d'intermédiation de niveau mondial. On a vu que dans l'urgence de la pandémie, une petite, entre guillemets, entreprise, une petite plateforme française a réussi à se pallier les carences de l'État d'une part et d'autre part à s'étendre se rendre incontournable en France, mais également à l'étranger par des prises de participation et des acquisitions, et récemment en Italie. Mais c'est vrai qu'elle bénéficie assez peu en fait, du soutien de la puissance publique, comme les GAFA ont pu en bénéficier aux États-Unis. Écoutez, d'abord, une licorne, c'est une entreprise, c'est une société qui est valorisée 1 milliard d'euros. Hein. Donc c'est ridicule, si vous voulez, par rapport à Amazon, Facebook, etc. Là, on est vraiment sur des écarts qui sont considérables. Ensuite, moi, je suis tout à fait d'accord sur Doctolib. C'est-à-dire que Doctolib est une pépite française, avec Alan aussi, d'ailleurs, cette société qui réinvente les mutuelles. Il faut continuer à les faire croître. Et d'ailleurs, quand vous discutez avec le fondateur de Doctolib ou le fondateur d'Alan, ils vous disent, moi, je m'en fiche d'être une licorne. Ce que je veux, c'est valoir 50 milliards, 100 milliards, pas pour le plaisir de valoir 50 milliards, mais justement pour avoir un impact vraiment fort sur la société, vous voyez. Et on a réussi à sortir 15 ou 20 licornes ces 10 dernières années, en gros, en France, dans le digital. La question, c'est celle de la marche d'après. C'est-à-dire qu'une fois que la société vaut 1 ou 2 milliards, très bien, c'est beaucoup d'effets de valorisation d'ailleurs, parce qu'elles sont rarement rentables à ce stade. Mais ensuite, comment est-ce qu'on les porte à 50 milliards, vous voyez? Et c'est cette marche qu'ont réussi à franchir les GAFAM, portés qu'ils étaient par un très grand marché. Le marché américain est un très grand marché homogène. Ce n'est pas le cas de l'Europe, effectivement. Les entrepreneurs, quand vous parlez avec des entrepreneurs du digital qui marchent très bien en France, ils vous disent
moi, j'ai arrêté de me développer en Europe parce que je réinvente la roue à chaque fois. C'est 27 droits du travail, c'est à chaque fois des coûts d'entrée qui sont considérables. Et donc, quand un entrepreneur français marche très bien en France, qu'est-ce qu'il fait? Il part aux États-Unis et il se développe sur le marché américain. Donc là, il y a sans doute des réflexions à avoir de ce point de vue-là. Mais je suis d'accord avec vous que ça va dans le bon sens, mais ça reste encore de très petites dimensions par rapport aux géants qu'on pourrait faire émerger demain. Et dernier mot, ces géants-là, on ne pourra pas les faire émerger simplement par la grâce du venture capital en mettant quelques millions par-ci, par-là. On aura besoin du soutien des grands groupes, si vous voulez, parce que c'est les grands groupes industriels qui ont souvent la capacité, vous voyez, financière, stratégique, opérationnelle, pour faire grandir. Et donc, moi, je crois beaucoup au système des startups industrielles, par exemple, qu'on adosse à des grands groupes, un peu sur le modèle du suédois Northvolt, qui fabrique des batteries électriques, ce qu'a fait Elon Musk aussi, toute proportion gardée, avec SpaceX. De toute façon, toute cette réflexion suppose qu'il y ait innovation et qu'on poursuive l'innovation. Alors là, à marche forcée pour le coup. Absolument, absolument. Le seul sujet, c'est qu'il ne faut pas de l'innovation pour l'innovation, mais qu'il faut une innovation qui soit socialement et écologiquement compatible. Mais c'est ce que je pense que c'est ce que font notamment le gouvernement français au niveau des soutiens qu'ils ont apportés dans le cadre du Covid. C'est pour ça que je trouve que le plan France 2030 est malgré tout assez équilibré de ce point de vue-là. Eh bien, nous terminerons sur ces propos et j'ai cru comprendre que le plan britannique est un peu dans le même sens. Le plan britannique est un petit peu dans le même sens. Alors après, si vous voulez, la question, c'est qu'on a encore du mal à faire une stratégie industrielle au niveau européen. Donc, on voit que la France, le Royaume-Uni se lancent dans des stratégies un peu autonomes. Oui. On va voir, c'est un pari. Est-ce que ça va marcher? Parce qu'on est quand même des pays qui ne sont pas très grands par rapport à ces géants que sont les États-Unis, l'Inde, etc. Et en même temps, dans un précédent livre, j'avais montré qu'on pouvait être des tout petits pays comme Singapour ou la Suisse et très bien s'en sortir dans la compétition mondiale, mais que ça suppose par contre un très haut niveau de consensus entre les habitants. Et moi, ce qui m'inquiète, c'est que ni la France ni le Royaume-Uni, pour le moment, n'ont ce niveau de consensus. On est quand même sur des pays très polarisés, très conflictuels, où la violence revient, y compris en politique. Et donc, voilà, je suis quand même un petit peu inquiet. Il faut rester optimiste. On a bien réussi à partir de 1945. Pourquoi pas, on ne réussirait pas maintenant, ces nouveaux enjeux. Absolument, c'est mon pari. Merci beaucoup de votre intervention et bien, à bientôt pour le prochain 30 minutes with. Au revoir. Merci, David. Au revoir.